Place au parti pris. Pascal Roud, vous restez autour de la table. Abnous Chalmani nous rejoint pour son parti pris international. Et c'est vous qui commencez, Roud, et vous nous parlez ce soir, suite à une étude de la délégation aux droits des femmes du Sénat, du poison du masculinisme, parce que c'est ce que met en évidence cette étude. Alors je voudrais d'abord qu'on commence par cette séquence qui pourrait nous rassurer sur ce poison. Le râteau, c'est-à-dire le rejet que s'est pris le masculiniste claviculaire dans les rues de Paris. Sourire enjôleur et carnassier, cette figure de proue du looks maxing, je ne connaissais pas ce mot, je vous le dis tout de suite, c'est le remodelage du corps pour se rendre plus attractif, en gros avoir l'air plus costaud, qui a comme spécialité de se filmer en train d'aborder les femmes dans la rue pour des centaines de milliers de followers, avec un sous-entendu, un homme beau et musclé ne peut que plaire. Eh bien à Paris ça n'a pas marché, regardez, les filles lui répondent en anglais. Yeah, you know what I'm saying? Have a good time in Paris. I don't mean to bother you while you're working, but you're very pretty. It's not? I don't want to be on the street. Yeah, I know. I'm filming from Paris. They must be a lesbian. If it's not an IOI, like they like me, like they have to be a lesbian. That's how I think about it. Ah donc c'est lui qui diffuse ces scènes. Absolument. Lui-même. Ah oui. Les râteaux. C'est ça. Il le fait régulièrement et là il l'a fait. Et à Paris, voilà sa conclusion. Elles n'ont pas voulu de lui, donc ce sont des lesbiennes. Il n'y a pas plus misogyne et monstrueux que cette phrase. Et regardez, c'est pas fini. Il avait ouvert un défilé de la Fashion Week. Réaction ? Un doigt d'honneur. Bon. Lui est dans le public, il fait... Non, lui, il défile. Ah, lui, il défile. Et dans le public, on lui dit non, ça ne passe pas. Donc voilà, vous voyez, à Paris, on a l'air de résister, entre guillemets, à ce masculinisme. Mais hélas, ce n'est que la surface. Que c'est un influenceur très connu. Exactement. Qui est américain et qui, voilà, on l'a raconté, beau gosse, se promène dans les rues et parle à ses followers. Mais bon... c'est hélas seulement une forme de surface parce qu'en réalité, en France, existent aussi ces masculinistes toxiques qui fleurissent sur les réseaux sociaux en donnant leurs recettes pour se faire plus fort, plus dur, plus violent à l'égard des femmes. Et c'est ce rapport dont vous parliez, David, 260 pages aujourd'hui, signé par 3 élus de différents bords politiques qui appellent à combattre ce poison. En s'attaquant au principe d'égalité entre les sexes, en affichant une misogynie violente et décomplexée, ces mouvements sont un risque pour notre démocratie et notre cohésion sociale. Voilà leur conclusion. Un risque pour la démocratie. Le moteur de ces influenceurs qui fleurissent est très simple, très simpliste. Les femmes, toutes les femmes, sont à l'origine de la dégradation des conditions de vie des hommes. Le célibat involontaire, les divorces difficiles, les gardes d'enfants compliquées. Pour eux, tout est de la faute des féministes. Donc c'est pas seulement des machos à l'ancienne. Non, ça va très très loin, je vais vous expliquer, parce qu'ils vantent sur leur réseau et sur leur plateforme le patriarcat, le virilisme. Ils prônent une forme d'hostilité ou de revanche à l'égard des femmes qui peut aller jusqu'à la violence. Et c'est en ça que c'est très grave, parce que ça peut aller jusqu'à des féminicides. D'ailleurs, il y a des auteurs de meurtres qui ont été découverts après leurs méfaits comme membres de groupes masculinistes. Souvent liés d'ailleurs à des milieux complotistes et d'extrême droite, ils utilisent toutes sortes de codes culturels, les séries télé. Alors la série, je vous la donne en 2 mots, Peaky Blinders, c'est une série très connue de mafieux anglais du début du siècle, extrêmement esthétique. Il y a aussi le film Matrix, etc. Alors, le rapport, il souligne la vitesse de propagation de ce discours. Il vous faut, si vous allez par exemple sur TikTok, David, en 26 minutes, c'est-à-dire 26 minutes après vous avoir commencé à scroller, eh bien, on vous proposera un contenu toxique masculiniste. Tout de suite. 26 minutes, c'est très court. Et donc, ils ciblent qui ? Des profils un peu fragiles, des adolescents qui se cherchent, qui sont troublés par l'évolution des relations avec les femmes, des jeunes dont la figure paternelle a failli, souvent des mères célibataires qui doivent se confronter à des fils en colère qui s'identifient à ces modèles. Et ils s'accompagnent par du cyberharcèlement contre des figures du féminisme qu'ils accusent de tous les maux. Alors, écoutez Laurence Rossignol, qui est une des co-rapporteurs de ce rapport sénatorial. C'est un truc très violent. C'est violent d'abord comme projet politique. C'est violent parce que ça mène parfois jusqu'au terrorisme. Et c'est pour ça d'ailleurs que le parquet antiterroriste ou la DGSI s'intéresse aux masculinistes. C'est violent parce que ça produit des injonctions aux femmes et il y a des mères ou des sœurs ou des filles qui se retrouvent subitement avec un gamin qui leur dit bah non, moi je débarrasse pas la table. C'est pas une tâche d'homme, c'est une tâche de fille. Demande à ma sœur.
Voilà, alors elle appuie sur quelque chose de terrible, parce que c'est vrai que la DGSI, dirigée par une femme formidable, Céline Berthon, a révélé que 2 actions violentes ont été déjouées en 2024 et 2025. En France, hein. Des attentats, des projets d'attentats masculinistes. Des projets d'attentats masculinistes. Et elle compare le parcours des masculinistes les plus radicaux à ceux des djihadistes. Jeune âge, à partir de 13 ans, visionnage de vidéos de tueries, héroïsation des tueurs de masse. Et on est, pour Laurence Rossignol et ses co-rapporteuses et le rapport qui est donné, il faut absolument mettre en place les mêmes signaux faibles que sur le terrorisme. Et il faut renforcer la régulation des réseaux sociaux, évidemment. Donc en fait, on est devant un danger qui a l'air assez anodin, comme ça. Folklore réactionnaire, c'est ce qu'on se dit de prime abord. Qui pourrait être simple, voilà, toi tu fais ça et moi je fais ça, je suis un homme, t'es une femme, etc. Non, le masculinisme, c'est une idéologie, c'est un positionnement politique extrêmement nocif et qui, hélas, touche dans les jeunes générations, est un poison, je répète le mot. Amnous. Non, c'est vraiment intéressant et j'avoue que j'ai découvert là, ça y est, j'ai oublié son nom, Juste pardon, la mouvance dragueur. Incel, excusez-moi, c'est les célibataires involontaires. Ah oui, c'est ça. Ah. Et célibataire involontaire. Ça fait très longtemps que ça existe. Ah donc c'est une frustration. Oui, exactement. Il y a eu un tueur américain qui a été célibataire involontaire et qui a justifié son acte par ça, en disant les femmes me refusent donc je les tue. Et c'est le plus vieux mouvement, c'est, j'allais dire, presque le mouvement historique, c'est ça, des masculinismes, ça a été les célibataires involontaires. Non, c'est que je ne connaissais pas j'ai oublié son nom claviculaire, le jeune homme, mais j'ai découvert là dans la presse en début de semaine, et je me dis quand même, il y a quelque chose en France de l'ordre de la sophistication, quand même amoureuse, malgré tous les chamboulements, c'est que on ne drague pas les filles n'importe comment, en tout cas pas à l'américaine d'une manière frontale, t'as de beaux yeux, enfin c'est parce que c'est vraiment il s'est pris des. Le rapport nous dit que ça progresse quand même en France. Oui, non, mais c'est pour ça. Mais ce vécu-là a été et c'est étonnant. Non, et moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça dit pour imaginer que la solution, c'est que ça soit la petite sœur qui débarrasse la table et pas soi-même, parce que ça risque de jouer sur la virilité, c'est dire le degré de confusion chez ces jeunes hommes, c'est surtout ça. C'est que ça dit la frustration, ça dit le malaise, c'est qu'ils ne savent absolument pas où se placer. Et là, c'est vraiment d'offrir aussi des modèles qui sont absolument pas déshonorants. Mais c'est vraiment l'idée de se dire si un homme, c'est un homme qui reste à table et qui bouge pas. Enfin, c'est assez moche. Je connaissais pas du tout ce phénomène, donc j'ai appris des choses ce soir. Je savais pas. Je savais pas ce que c'était que le masculinisme, mais j'étais loin de me douter. Ça doit être une affaire de génération. Ouais. Oui. Plus l'âge, hein, c'est sur les réseaux sociaux, effectivement, et notamment, effectivement, mais c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps, hein, notamment par les célibataires involontaires. On avait parlé, je crois que c'est vous qui en parliez, Amnous, de la Corée du Sud, où là, les incels, c'est ça, les célibataires involontaires, il y a de la violence, entre hommes et femmes, une forme de violence. Oui, et il y a une grève des sexes des femmes en réponse, donc c'est la guerre des sexes. Et ça se tape dessus concrètement dans les rues, oui. Pascal, votre parti pris économique, vous nous parlez d'un palmarès, entre guillemets, des gouvernements en matière de dette et de déficit. Alors je m'adosse au travail de FIPECO. Monsieur Ekal, qui a été François, magistrat, qui a été magistrat à la Cour des comptes, qui était un ancien de Bercy et qui publie d'ailleurs très régulièrement des notes. Si le sujet vous intéresse, vous passionne, vous pouvez aller très facilement sur Internet, vous tapez FIPECO, FIPECO, vous avez accès immédiatement à ce rapport. Il est invité régulièrement sur ce Exactement. plateau. Alors moi je l'ai lu. Nous parlons de la période 1989-2005 sur l'évolution du déficit public. Donc ça détermine un peu qui sont les bons et les mauvais élèves. Alors il est un peu en retrait, François Ekal, il prend des pincettes parfois, mais enfin il dit quand même un certain nombre de choses. Il y a des bons et des mauvais gouvernements, et là c'est un peu un arbitrage par les chiffres. Alors dommage de mon point de vue, d'ailleurs l'étude ne remonte pas à 1981, c'est dommage parce que François Mitterrand est élu en 1981, il prend la France avec un déficit à 20%, il la rend au double pratiquement. Mais on commence en 1989, et le calcul de François Ekal, c'est le rapport, pour bien comprendre de quoi on parle, le rapport entre le PIB, la croissance du PIB, la croissance de la dépense publique, ou son ralentissement, ou son repli, et l'augmentation des impôts. Tout le monde comprend qu'il y a une relation entre les trois, ça forme un trio, et donc il y a des situations qui marquent un effort structurel positif
et des situations dans lesquelles il y a un effort structurel négatif. Alors il y a quelques périodes. Un gouvernement qui bénéficie d'une forte croissance se rend d'autant plus coupable, entre guillemets, d'un fort déficit ou d'une forte dette qu'il n'a pas profité de cette croissance. Et puis il peut y avoir des éléments extérieurs, par exemple l'entrée dans l'euro qui nous a obligés à un moment donné à réduire notre déficit. Alors il y a plusieurs périodes, 1993-2000, je vais à grands traits pour que les choses soient claires. Là c'est une très forte augmentation des prélèvements obligatoires, 1997 à 2001 aussi, mais je prends ces exemples-là. Alain Juppé, la TVA, Alain Juppé, bon gestionnaire, par ailleurs, c'est-à-dire sur le plan de la maîtrise des finances publiques, François Ekal lui donne plutôt une bonne note. Mais il y a non pas une baisse réelle de la dépense publique, ou insuffisante en tout cas par rapport à la croissance, il y a surtout une augmentation de la fiscalité. C'est ce qu'on va retenir. La TVA passe de 18,6 à 20,6%. En 1997, Lionel Jospin élu aux commandes, il est Premier ministre de la France, et il augmente l'impôt sur les sociétés de 15%. Et puis, il y a la séquence 2012-2017. Alors, François Hollande fait plutôt bien dans le domaine de la maîtrise des dépenses publiques. Pierre Moscovici y est d'ailleurs pour quelque chose, mais les impôts augmentent. Vous savez, c'est la période via une augmentation des impôts. Il le fait essentiellement via une augmentation des impôts. C'est-à-dire que soit on réduit les dépenses, et c'est très bien, on peut tout à la fois réduire les dépenses et maîtriser la fiscalité, mais dans la plupart des cas, on s'aperçoit qu'en réalité, on baisse très peu la dépense. D'ailleurs, en France, on ne parle pas de baisse des dépenses, on parle de ralentissement de la croissance des dépenses publiques. En revanche, les augmentations d'impôts qui pèsent essentiellement sur les ménages et sur les entreprises, elles sont bien là. Donc il y a cette période 2012-2017, ça c'est pour les impôts. Il y a en revanche quelques bonnes notes qui sont distribuées, le ralentissement de la croissance des dépenses par exemple. Alors une fois encore, prenons un peu de distance. Ça ne veut pas dire qu'on fait des coupes sombres dans les dépenses publiques, ça veut dire qu'elles croissent, elles augmentent de façon plus limitée. 1993-1995, Édouard Balladur, Alain Juppé 1995-1997. Il y a la période 2012-2017 que j'ai évoquée avec François Hollande. Mais attention, parce que il y a un petit truc à comprendre. Elle est due essentiellement au fait que le gouvernement rabote de 12 milliards d'euros la DGF, la dotation globale de fonctionnement, aux collectivités. Moi, État, je ne fais pas beaucoup d'économies. En revanche, vous allez en faire parce qu'on va réduire la dotation globale de fonctionnement. Donc là, François Hollande, comme Emmanuel Macron depuis 2022, ils sont plutôt épinglés. Alors, ils sont plutôt épinglés, mais là aussi, il y a une explication. Il faut resituer ça dans la conjoncture. Pourquoi en 2022, Emmanuel Macron est plébiscité pour le ralentissement des dépenses? Parce qu'elles ont atteint, pendant la période du Covid, un tel niveau qu'elles ne pouvaient que baisser en réalité. Donc c'est une baisse qui est relative. Sur l'ensemble de la période 1989-2025, donc l'effort structurel hors conjoncture est négatif. À titre personnel, je voudrais quand même donner un petit satisfecit à un duo qui est rarement cité, c'est le duo Copé-Breton. C'est la fin du deuxième mandat de Jacques Chirac. C'est le seul moment dans notre histoire budgétaire récente où nous rentrons, je veux dire la France rentre dans les critères de Maastricht. Alors on me dira, oui mais les Allemands avaient fait 2 fois plus d'efforts, on partait de tellement loin que c'était bien, malgré tout. Les leçons à retenir, j'en vois 3. D'abord, peut-être une conclusion, tous un peu à la même enseigne. Même s'il y a des élèves qui sont meilleurs que d'autres, la France ne sait pas réduire ses dépenses. Le sérieux budgétaire n'est, pour reprendre une formule, ni de droite ni de gauche. La proposition d'augmenter les impôts est en revanche constante. Je devrais même parler plutôt de propension à augmenter les impôts. TVA, impôt sur les sociétés, ce sont les entreprises qui ont supporté une grande partie de l'effort. Et puis le rapport au PIB qui nous dit que nous ne produisons pas assez par rapport à nos dépenses et que nos impôts, y compris les impôts en plus, ne compensent pas le manque à gagner. Donc finalement, un ensemble d'élèves assez médiocres. Et comme vous êtes trop modeste, je signale que vous aussi, vous avez travaillé sur le sujet, que les résultats sont à lire dans votre livre, ces présidents qui nous ont fait tant de mal, aux éditions Plomb, et que vos conclusions sont pas très loin de rejoindre celles de François Ekal. Absolument. Abnouz, votre parti pris international, Giorgia Meloni, opération recentrage. Oui. Pourquoi, comment? Alors, commençons d'abord par une grande ironie dans la situation de Meloni qui ressemble à un paradoxe. Dans quelques semaines, son gouvernement va battre un record et devenir le plus durable de l'Italie depuis la Seconde Guerre mondiale, soit une longévité exceptionnelle dans un pays qui a usé, accrochez-vous, 68 ou 69, ça dépend
comme on compte gouvernement depuis 1945. En comparaison, la France a connu une petite trentaine de gouvernements sur la même période. Et pourtant, vous allez me dire, incroyable, au moment même où la Mélanie rentre dans l'histoire par la porte de la stabilité, elle envisage de convoquer des élections dès avril prochain, soit plus d'1 an avant l'échéance légale. Et donc là, la question c'est pourquoi diable s'aborder son propre record, ou en tout cas prendre le risque de s'aborder son propre record. Dissolution de l'Assemblée, ça rappelle Exactement, quelque chose. exactement. Parce que Giorgia Meloni a compris une chose, c'est que sa popularité ne remontera plus. Ça, elle en est persuadée. Et l'érosion, c'est ça qui devient intéressant, vient d'un endroit qu'on n'attendait pas. C'est que c'est pas non plus l'effondrement, hein, mais c'est qu'elle sent qu'elle a atteint le plafond parce que l'effritement ne vient pas parce que c'est une affreuse fasciste, mais parce que on lui reproche dans son camp d'être devenue trop centriste, trop institutionnelle, en résumé, trop sage. La fameuse post-fasciste des frères d'Italie s'est mue en gestionnaire prudente, rassurante pour les marchés et fréquentable à Bruxelles, et c'est justement ce qui lui est reproché. Et là où je pense qu'elle est très maligne et que c'est une tactique à la Mélanie, c'est que justement elle va creuser ce centre-là, ce positionnement du centre, au nom continuer à se présenter comme une garante de stabilité puisque c'est son record, et en profiter pour se débarrasser, j'allais dire, des magos et des radicaux de son camp. Et il suffit pour illustrer cette idée de regarder l'interminable brouille avec Donald Trump, alors que nous avions tous, et moi la première, parié sur le fait que Mélanie allait être le premier soutien, la première interlocutrice du président américain en Europe. Ça a été le cas au début. Et mea culpa, j'ai fait une erreur d'aiguillage, c'est que je n'ai pas mesuré à quel point non seulement l'orgueil de Giorgia Meloni, mais surtout, j'allais dire, un sens obtus de l'indépendance. Elle a refusé de laisser les bombardiers américains décoller des bases italiennes pour aller attaquer la monarchie, même si ça m'aurait fait extrêmement plaisir, sans l'aval du Parlement qui a refusé. Et quand Donald Trump, à son habitude, lui a fait du chantage aux taxes, au machin, Meloni lui a répondu du tac-au-tac, eh bien, l'Italie et moi, nous ne mendions pas. Ça, oui. Voilà, ça c'est fait. Et quand Trump a prétendu, là, il y a pas très longtemps, là, il y a quelques jours, mesquinement, comme à son habitude, que Giorgia Meloni l'avait supplié pour une photo au G7, elle a répondu sur Instagram, j'allais dire presque à la Trump, elle a schlack, ma popularité ne te regarde pas, occupe-toi de la tienne. Il avait été franchement indélicat. Bah, bien sûr qu'il avait été indélicat. Giorgia Meloni, Un peu lors du masculiniste, G7. vous voyez. Non, mais Pardon Un peu Mais masculiniste. il est Un peu toujours... masculiniste Non, sur les bords. Alors, c'est là où je pense que, alors là, son masculinisme déborde à Trump, c'est qu'il est indélicat avec tout le monde. Je veux dire, la manière dont il traite les présidents, les premiers ministres de tous les autres pays, ça vaut pas mieux. Ensuite, quand Trump s'en est pris au pape Léon XIV, qui avait condamné la guerre en Iran, c'est encore Meloni qui est montée au créneau, qui a défendu le Saint-Père, reprochant au président américain d'être, je cite, bien plus accommodant avec les ennemis de l'Occident qu'avec ses alliés. C'est politiquement coûteux, voire courageux, car tenir à Trump, c'est se priver de l'ombre tutélaire du géant américain, mais c'est aussi s'imposer comme une figure solide et de dire aux Italiens que tout l'Italie peut compter sur elle, que c'est une femme politique solide. Et ce n'est pas fini, parce que il faut aussi compter avec les partenaires de la coalition, je vous disais un mot tout à l'heure, en l'occurrence la Ligue et Forza Italia, qui réclament chacun leur part de leur programme impossible, démagogique, etc. Seulement, la dette de l'Italie est abyssale et le déficit plus important qu'attendu. Donc, ce que veulent ces soutiens, c'est qu'elle emprunte davantage, mais si elle emprunte davantage, ça va effrayer les marchés, qu'elle avait justement réussi à rassurer, et en l'occurrence, elle va perdre quand même une certaine crédibilité. Alors résultat, et ce résultat est paradoxal, dernier sondage en Italie, le seul parti qui progresse, c'est un parti d'extrême droite, alors là, la bonne extrême droite à l'ancienne, j'ai dire fascisante, c'est Futuro Nazionale, la formation du général Roberto Vanacci, qui vient de dépasser de très peu, mais c'est symbolique quand même, la Ligue de Salvini pour la première fois, sont à 5,9% et 5,8% pour la Ligue. Et surprise encore, le centre-gauche est légèrement repassé devant la coalition de Meloni, 44,6 contre 43,8 pour Meloni. Alors, elle se fait déborder. Qui est la tête d'affiche du centre-gauche pour ces élections? Pardonnez-moi. J'ai oublié, c'est la jeune fille dont j'ai oublié le nom. Pardon, mais non, vous avez raison, j'aurais dû revérifier. Moi aussi, ça m'est sorti. Il y a deux femmes, Il y a deux femmes. le centre-gauche et le parti exactement, socialiste, qui se sont alliés, le parti socialiste, qui ont fait une coalition. Sont deux
femmes aussi. C'est ça. C'est un pays Et intéressant avec ces trois. Et il y en a femmes, une qui est à moitié, qui est italo-américaine. Je suis désolée, j'avais même fait son portrait. Je vais mettre ça sur le compte de la chaleur, mais j'ai honte. On aura le temps Et donc, d'évoquer. c'est ça qui est intéressant, c'est que Mélanie se fait déborder et par la droite radicale et par le centre-gauche. Mais en fait, justement, c'est ça qui l'installe dans un centre, j'allais dire, pragmatique et efficace. Donc la dissolution par Mélanie, c'est loin d'être un caprice, j'allais dire, petite boutade à la française, mais un calcul froid. Convoquer le scrutin maintenant, avant que tout ne se télescope, les contraintes budgétaires européennes, les appétits de la coalition, c'est profiter de ce qui lui reste de popularité pour décrocher un nouveau mandat, faire passer le budget et surtout, et c'est ça où elle est quand même très très maligne, sa réforme électorale, qui est un scrutin qu'elle propose purement proportionnel, c'est-à-dire qu'avec une prime massive en siège à la coalition qui dépasse 42% des voix, c'est-à-dire qu'elle est en train de se préparer un système sur mesure pour verrouiller sa majorité. Là encore, ce qu'elle dit aux Italiens, c'est avec moi, vous aurez la stabilité. Si vous voulez que je vous dise, on est bon politique ou on l'est pas. Mais c'est vrai qu'il y a eu un effet drapeau autour d'elle quand Incroyable. Trump l'a maltraitée. Ah oui. On peut dire Et ça. puis elle a tenu bon. Elle lui parle mal. Elle est exceptionnelle là-dessus. Elle Merci parle à vous vraiment trois mal. pour ces partis pris.